Nous retrouvons donc nos chers invités pour la suite du débat. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Adjorano, directeur de publication de Vision d'Afrique. On quitte Ouagadougou pour Bamako. Le chef de la junte militaire, le colonel Assimi Goïta, a précisé lundi 10 janvier rester ouvert au dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tout en appelant ses compatriotes au calme et à la résilience après que l'organisation régionale a infligé des sanctions à son pays. Alors, pasteur Edo Komi, nonobstant les sanctions, Assimi Goïta reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO. Non, il reste d'abord. Je voudrais la saluer de passage Luc Kabaki qui a fait une analyse très pointue sur la situation et qui a dit que la CEDEAO se noie tout seul. J'ai vraiment aimé cela. Et je dis que Assimi Goïta est resté serein. Très serein parce que nous voyons en lui non pas quelqu'un qui est venu assouvir ses intérêts en voulant rester au pouvoir, mais à vouloir refonder le Mali. Il est question de refonder aujourd'hui le Mali pour éviter, pour que tous les tests soient mis en place, pour que ceux qui viendront, ceux qui seront élus, les civils, les autorités civiles qui seront élus, puissent s'asseoir confortablement en tant que chef d'État, en tant que dirigeants, et pour permettre au Mali d'avancer vers une démocratie plus apaisée. Et donc pour Assimi Goïta, c'est lui l'homme de la situation pour sauver son pays. Naturellement, je ne pense pas qu'il ne va pas falloir aller vite aux élections pour reconnaître encore des coups d'État. Parce que j'ai entendu même des chefs d'État dire qu'il faut des autorités civiles pour pouvoir refonder le Mali. Non. Non, ça ne sera pas possible. Ce sont les militaires qui vont refonder le Mali. Bien sûr, il le faut. Avec la transition, c'est ce qu'il faut. Ils ont proposé de 6 à 5 ans. Donc c'est une fourchette qui est discutable. Ils vont choisir les stabilités. Non, les 5 ans. C'est toi qui choisis leur place. Ils ont dit c'est une fourchette. Et c'est à discuter. Et je pense bien qu'il a dit qu'il est très ouvert, c'est diplomatique. Il ne peut pas dire qu'au même moment qu'il menace de quitter la CEDEAO. Parce qu'on estime que ce que la CEDEAO est en train de faire, c'est fâcheux. Ça fait mal par rapport à la situation du Mali. Nous avons toujours dit, que ce soit au Togo, on dit, malgré que le Togo, que le pays soit dans une communauté, il est souverain. Et la plupart des temps, il y a vous prenez par exemple, il y a des décisions, des ordonnances de la CEDEAO qui ne sont pas respectées par les pays. Alors, pasteur, l'image est simple. Voilà un enfant qui a été puni par son père. Oui. Au lieu peut-être de demander pardon ou d'aller discuter avec son père, il sort de la maison, il va rester dehors. Il dit, je suis très ouvert au dialogue avec mon père. Le schéma, vous l'avez... C'est pas ça le schéma? Vous avez bien fait de caricaturer la situation. Mais le schéma est ailleurs. Parce que si c'était l'enfant et le père seul, ça pouvait être possible. Mais c'est parce que derrière, il y a un troisième larron, voilà justement. Un troisième larron connu de tout le monde. Il y a un monsieur qui est au niveau de notre quartier, du village. Un troisième larron quelque part que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est la France. Non, ça, il ne faut pas cacher. Mais pour le moment, on n'entend pas la France. Qui te dit qu'on n'entend pas? La France n'a pas fait de sortie. À l'ONU, la France a soutenu les sanctions de la CEDEAO. Ce qui veut dire que déjà, la France était déjà présente à Accra. Accra par l'UEMOA. L'UEMOA qui gère le franc CFA. Le franc CFA dont le trésor, dont le siège est au trésor français. Donc la France était déjà présente par l'UEMOA. Et tenez-vous bien, la CEDEAO n'a fait que s'aligner derrière les décisions de l'UEMOA. Parce qu'il s'agit de l'économie. Les sanctions économiques. Et donc, du coup, personne ne peut ignorer la main de la France qui gère nos francs dans cette histoire. Donc, c'est tout à fait normal que le monsieur dit, l'enfant dit, papa, ben, si cet intrus-là vous pouvez écarter cet intrus, il peut aller loin de nous, je viendrai dans la maison. Mais il ne l'a pas dit ainsi. Il s'est fâché contre le papa sans dire qu'il y a un autre qui est derrière et qui vous soutient. Par rapport à ta caricature, c'est ce que je te dis. Par rapport à ta caricature que tu viens de me présenter, je te dis que c'est ce qui devait être fait. Papa, cet intrus-là, mettez-le hors de l'un de nous et nous allons échanger. Et justement, c'est ce que Assimi Goïta est très, très serein. Le peuple malien est très serein. Et je l'avais déjà dit plus haut.
Mon contradicteur il est mon contradicteur d'ailleurs, mon co-débatteur. Il y a des contradictions au Mali. Hein. Il y a des opposants qui parlent également. Justement, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui sont aujourd'hui au Mali qui vont accepter faire le jeu de l'ennemi de l'extérieur. Mais ils sont mineurs. Aujourd'hui, quand on s'oppose à Assimi Goïta, Pasteur Edo Komi, quand on s'oppose à Assimi Goïta, vous voulez dire que cela veut dire qu'on marche avec la France, on peut s'opposer à Assimi Goïta sans être avec la France, sans être avec peut-être la CEDEAO. Les nationalistes et les panafricanistes se retrouvent dans Assimi Goïta parce qu'en face, il y a un ennemi qui tire les ficelles. Ce n'est pas la CEDEAO, nous continuons pas à le dire, ce n'est pas la CEDEAO. Parce que nous estimons que... Donc pour vous, la CEDEAO est manipulée. Oh non, mais... Tu veux manger piment, c'est de ma bouche? Non, la CEDEAO est manipulée. La CEDEAO est manipulée. Et quand vous voyez Alassane Ouattara, vous voyez le Nigérien, le Nigérien, Bazoum. Mais qui sont des vendus c'est des vendus à la France. Ce sont les deux seulement qui sont des vendus. Les principaux meneurs. Et avec un Ghanéen qui finalement on ne reconnaît plus le Ghanéen. Justement à cette question, le Ghana est dans l'espace CEDEAO. Le Nigeria est dans l'espace CEDEAO. Ce sont des poids lourds au niveau anglophone, je vais dire. Bien sûr. Il y a d'autres pays, le Libéria, il y a des pays lusophones également. Donc la France, elle est puissante. Hein. Vous ne savez pas ce qui a été dit, ce qui se dit dans les coulisses. Pas certains chefs d'État qui sont allés à Accra, mais dans les coulisses, ils reconnaissent quand même que ce qui est dit n'est pas de manière à favoriser l'intégration sous-régionale. La CEDEAO, depuis 40 ans, n'a pas réussi sa mission, c'est-à-dire l'intégration communautaire et surtout le passage des personnes, comment dire, des personnes et des biens. Il n'a pas réussi, la CEDEAO n'a pas réussi. Allez à Plaou, allez dans les frontières, vous reconnaissez qu'il n'y a pas la libre circulation. La CEDEAO, 40 ans après, n'a pas réussi la libre circulation des personnes et des biens. Qu'est-ce qu'elle vient chercher sur le plan qui ne le concerne pas d'habitude? Parce que le truc fondateur de la CEDEAO, c'était plus économique. Hein, c'était le principe économique. Maintenant, la CEDEAO sur le terrain politique, et elle se noie malheureusement. On parlait justement, Adam Adjaranou, on parlait de cette sortie d'Assimi Goïta qui annonce qu'il est très ouvert au dialogue avec la CEDEAO et a appelé son pays au calme et à la résilience. C'est une sortie, il faut le préciser, d'un leader. Oui, une sortie d'un leader, mais également qui commande déjà pas fait profil bas. Et vous savez, tout à l'heure, quand j'écoute Pasteur Edo Komi, je tombe un peu des nuits. Vous savez pourquoi? Parce que, vous savez, il faut toujours avoir une constance. Lorsque vous êtes, à mon humble avis, leader politique et grand leader d'opinion, bon, la voix des sans-voix, comme d'autres aiment le dire affectueusement. Malheureusement, cette voix de sans-voix ne s'exprime pas réellement dans ses analyses. Vous savez, il y a très longtemps, lorsque vous preniez ces activistes panafricains qui estiment qu'après 60 ans, que l'Afrique est assez autonome et nous avons vu des pays qui ont pris des décisions assez courageuses pour faire développer leur pays. On a toujours l'impression ou la tendance de pouvoir comparer nos États aux États asiatiques parce que nous avions pratiquement le même parcours. Mais 60 ans après, ces pays-là, je pense que c'est la nuit et le jour. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque nous retraçons notre développement, c'est vrai que dans nos relations avec nos pays amis, puisqu'on ne peut pas refaire entièrement l'histoire. De toutes les façons, nous avons une histoire intrinsèquement liée à la France qu'on ne peut pas aujourd'hui refaire. Mais ceci étant dit, cela n'est pas quand même un facteur, en tout cas suffisant, pour exprimer que voilà, tout ce que nous prendrons comme décision dans nos pays est toujours téléguidé par la France. Voilà. C'est cette question ça, c'est quand même... Je pense que les décisions de la CEDEAO sont téléguidées par la France? Non, la plupart de ceux qui le disent sont, à mon humble avis, dans le populisme. Dans l'extrême populisme, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'objectivité. Parce que vous savez, je pense que nous avons l'impérieux devoir de pouvoir nous tenir, disons, dans ce que nous voyons et l'analyse qu'on puisse faire. Lorsqu'on me dit, voilà, il y a eu des coups de fil à partir du moment où on n'était même pas à Accra,
et rien, on me dit il y a des... Ça c'était en off. Est-ce que vous comprenez ça? Donc moi je pense que ce populisme ne doit pas normalement prévaloir dans le cas malien. De toutes les façons, nous sommes dans une zone communautaire. Et si Assimi Goïta savait qu'il devait être dans cette défiance-là, il ne devait pas laisser déjà, d'abord, à l'annonce de ces sanctions-là, vous allez comprendre qu'ils sont revenus d'abord à 4 ans. Et on dit, il y a toujours la porte qui est ouverte. Vous allez constater dans les coulisses. Et ça, moi, je parle dans l'opinion ou karma, ce que nous avons sous la main. Ils essaient aujourd'hui de leur ramollir déjà à 3, etc. Ça vous a dit quelque part qu'on ils ne sont pas constants aussi. De tout, ils ne peuvent pas être constants parce que les sanctions prises par la CEDEAO aujourd'hui sont des sanctions lourdes. Quelle que soit cette défiance, ils ne tiendront pas pour longtemps. Et ça, ils sont obligés, naturellement. Et puis ça aussi, remontons un peu l'histoire. Dites-moi, dans quel pays vous avez vu une transition qui dure un mandat? Mais ça, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille. Et on essaie de pouvoir justifier par le fait que c'est de la pagaille, mais ils évoquent des questions sécuritaires. Non, les questions sécuritaires, nous l'avons dit, il n'y a pas que le Mali. Ils ont pris 5 ans, peut-être durant ces 5 ans, ils vont résoudre ces problèmes sécuritaires. Ce n'est pas évident. C'est urgent pour pouvoir celui qui veut asseoir un régime totalitaire, comme il a l'habitude de le faire, déjà, lui serait plus crédible, en tout cas, aux yeux des Maliens et aux yeux de la communauté internationale, à partir du moment où vous faites 2 coups d'État, et à moins de 2 ans, vous convenez avec moi que cette passion de pouvoir toujours diriger les affaires est en Assimi Goïta. Et aujourd'hui, il essaie de le justifier. Il faudrait quand même que je fasse 5 ans. Et malheureusement, ce sont les politiques qui lui donnent en réalité les outils nécessaires pour pouvoir toujours s'imposer. Parce que c'est pourquoi moi j'ai dit, lorsque vous prenez surtout ces opposants, le Premier ministre et autres, qui essaient d'être dans les coulisses en donnant onction, disons, à ce passage en force, d'abord ce coup de force mené par un corps avec les armes achetées par l'argent du contribuable. Au lieu de dénoncer cela, il y a des politiques qui savent que ce qu'ils ne peuvent pas faire en allant au suffrage universel, il peut quand même le faire en étant en acquaintance donc avec les militaires. C'est ce qui se passe. Et malheureusement, cela aura quand même des incidents assez fâcheux pour le Mali, aussi dans l'avenir, parce que les gens, ils jouent de leur crédibilité et cette crédibilité risque de les rattraper. Bon, malheureusement, certains savent plus pertinemment qu'ils n'ont plus grand-chose à vendre et que certainement, lorsqu'ils auront à solliciter le suffrage universel, ils ne peseront pas pratiquement grand-chose. Donc, il faut tirer le maximum de choses en étant dans l'illégalité qu'exprime aujourd'hui Assimi Goïta. Et malheureusement, c'est quand même dommage pour le peuple malien. Et surtout, moi, ce qui m'intrigue, on essaie de justifier les assises de la refondation qui a réuni peut-être 3000 personnes ou 2000 personnes. Et puis, c'est pas toute l'opposition qui a participé. Non, même pas ça même. Est-ce que c'est toutes les forces vives qui ont participé? Voilà. Non, et on essaie de dire, voilà le peuple, voilà le peuple. De quel peuple parle-t-on? On parle de quel peuple? Le peuple malien, des millions de personnes peuvent donc pouvoir donc se retrouver dans cette cohorte de 2000 ou 3000 personnes qui ont participé à une assise, où d'ailleurs même les conclusions n'étaient même pas d'abord totalement acceptées par ceux qui ont participé entièrement à ces assises-là, qui avaient estimé qu'il y avait des oppositions, il y avait des points à toucher. C'est quand même dommage. Les portes ne sont pas complètement fermées. Quand on analyse très bien la dernière sortie d'Assimi Goïta, vous pensez qu'entre le Mali et la CEDEAO, les voies rupture selon vous totale? Non, la CEDEAO... On peut toujours discuter. La CEDEAO, bon, à travers ce dossier malien, la CEDEAO doit jouer, en principe, devait savoir qu'elle est en train de jouer sa survie ou sa disparition. Sa survie ou sa disparition, et malheureusement, elle a choisi la disparition. La dislocation totale. Vous voyez plus les conséquences du côté de la CEDEAO. Regardez, il va y avoir, après la Guinée, il va y avoir d'autres pays. Après le Mali, il y aura la Guinée peut-être. Non, c'est-à-dire le fait que les gens commencent pas à se désolidariser des sanctions de la CEDEAO, c'est la Guinée. Il va y avoir d'autres pays qui vont se désolidariser. D'autres pays de la CEDEAO vont se désolidariser certainement par la suite. Je me dis, non, c'est une analyse biaisée de la chose. Vous savez, rationnellement, vous allez prendre la parole. C'est moi qui ai la parole. Vous allez prendre la parole, Adam. Vous pouvez aussi la garder. Vous la gardez de trop. Non, je vais la garder parce que vous la gardez de trop. On me l'a donné. Non, vous la gardez de trop. Il aura aussi la parole. Mais il la garde de trop. Je disais que la situation du Mali pouvait permettre à la CEDEAO de se ressaisir. En tout cas, j'ai été surpris quand j'écoute mon collègue dit tout à l'heure, quand on parle de dialogue national,
Est-ce qu'on prend toutes les populations pour se retrouver? On n'a pas dit, je dis, non, ces 2000 ne sont pas représentatifs parce qu'il y avait des choix sélectifs. Tu auras le temps de répondre. Non, il y avait des choix sélectifs qui ne permettent pas. Et ça, je le dis. Centaines de partis politiques. Écoutez, Hein? c'est ce que je dis. À partir du moment où vous ne prêtez pas le flanc à cette rupture constitutionnelle. On a eu de dialogue dans notre pays. Combien de personnes nous représentent dans la salle Fazao de l'hôtel 2 février? Combien de personnes? Non, mais. Non. Tu vas répondre après. Non, réponds Non, pas. Non, vous l'avez posé une question, je réponds. Non, vous avez posé une question que je veux répondre. C'est pas en termes de personnes, en termes de partis politiques. Voilà. Et il y a d'abord une formule retenue. Non, partez pas de là même. Je dis, mais vraiment, il Bon, allez-y. Vas-y. Parce que on va il y a l'écouter eu des religieusement. partis politiques, il y a eu des associations de la société civile qui ont participé. C'est vrai qu'il y a certains partis politiques qui n'ont pas pu participer. Comme dans notre pays, il y a des partis politiques qui refusent de participer. Est-ce que vous n'avez pas voté Sénat, tout là? C'est pas le cas au Mali. C'était pas le cas au Mali. Non, il y a des partis qui n'ont pas pu. C'était pas le cas au Mali. Mais vous avez eu des conclusions. Il y a de relever des conclusions. Et c'est comme ça se fait un peu partout. On ne peut pas avoir l'unanimité. Jamais on ne peut pas avoir l'unanimité autour de ces assises nationales. Mais ces 2000 personnes pour la refondation. peuvent identifier le peuple. Je crois quand même que ce qui est fait au Mali reflète largement le quorum national pour que la CEDEAO puisse, au lieu de dire, ok, vous avez dit de 6 à 5 ans, alors dans ce temps-là, dans cette fourchette-là, qu'est-ce qui peut convenir? Si vraiment la CEDEAO... La CEDEAO a déjà fait sa proposition. Si la CEDEAO... 27 février non mais écoutez, 2022. Elle se trompe. Le 27 février, c'est combien de temps devant nous? Et je crois que la CEDEAO disait cela depuis belle lurette. Et depuis longtemps, les autorités maliennes ont dit à la CEDEAO que nous ne pouvons pas tenir les élections. C'est après les assises nationales que nous allons donner le... Combien d'assises il faut? Nous allons donner le Combien il faut? Et le calendrier a été donné. Et je crois fondamentalement que la CEDEAO, au lieu, on aurait souhaité que ces forces qui sont au Mali puissent permettre, en aidant les forces armées maliennes à pouvoir sécuriser le Mali. Ça devait être une décision. Nous allons vous aider à sécuriser le Mali le plus tôt possible et vous allez organiser les élections. Je crois que c'est comme ça on parle. C'est comme ça. Nous allons ajouter même des hommes, des contingents qui vont vous aider à sécuriser. Vous parlez de la sécurisation, non? Maintenant, nous allons vous aider à sécuriser le Mali. Et la CEDEAO a déjà le Mali, c'est une constante depuis près de 10 ans. Le Mali a toujours été aidé. Et ça a donné quoi? Le Mali a été aidé, ça a donné quoi? Maintenant, ça a donné l'augmentation. Les djihadistes ont pris encore du terrain qu'avant. Mais avant qu'ils ne viennent, les djihadistes ont repris de terrain. Avec la présence même des contingents de la CEDEAO. Les Maliens même, ils sont où? Ont repris de terrain. Les forces maliennes, justement, ils sont où? Vous venez à cela. Le régime précédent, avec la corruption, n'a pas pu, l'argent, le contribuable déboursé pour acheter l'équipement, a été bouffé par les fils. On va parler de la junte. Depuis. La junte a fait quoi? Lorsqu'on mande la Maliens, la junte il y a combien de temps? Avec le mandat qui a été confié. En un laps de temps, on peut faire quelque chose aussi. Qu'est-ce qui a été fait? Mais quels sont les résultats que vous avez? Qui a détourné l'argent? C'était eux, non? On a dit c'est l'armée. Non, c'est le fils d'Ibeka. Si tu ne sais pas, c'est le fils d'Ibeka. C'est le fils Karim. C'est le fils d'Ibeka qui a détourné. Oui, vous savez. C'est ce que l'armée était mécontente. C'est eux, ils étaient mécontents parce qu'on a donné l'argent au fils d'Ibeka pour aller acheter des armes. Il l'a pas fait. Et c'est pourquoi l'armée était furieuse d'ailleurs. Non, vous savez, moi je pense que moi je veux qu'on analyse les propos d'Assimi Goïta. Il dit que les portes ne sont pas fermées. Adam Adjronou, vous pensez que les discussions vont reprendre entre le père et le fils? Oui, mais je pense que c'est déjà un bon pas, mais qui est un peu faussé parce qu'il n'appartient pas aujourd'hui à la CEDEAO de pouvoir faire le pas vers le Mali. De toutes les façons, on sait que cela n'est pas occulté. Il y avait déjà, vous avez dû entendre qu'il y a, disons, le médiateur envoyé qui a pris langue, je pense que ça doit être hier, avec la Mauritanie. Et vous savez la position de la Mauritanie avec la CEDEAO qui essaie depuis très longtemps de faire les pieds et les mains pour regagner la CEDEAO et qui est aujourd'hui, qui a le statut d'observateur. Et ça, je pense que c'est un maillon très très fort et la Mauritanie peut quand même tirer son épingle du jeu avec cette affaire malienne parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que l'unique
pays qui puisse véritablement apporter un soutien pour permettre au Mali de se souffler un tout petit peu, c'est la Mauritanie. Et la Mauritanie aujourd'hui n'est pas dans une logique de pouvoir aller à l'encontre des décisions prises par la CEDEAO parce que lui également veut tirer son épingle du jeu pour intégrer les décisions qu'il avait quittées entre-temps. Mais au même moment, je pense que si on remonte un peu l'histoire, puisque pour le moment, il n'y a pas de force en attente de la CEDEAO au Mali, mais lorsque nous prenons en 2013, lorsqu'il y avait eu le premier coup d'État contre ATT, c'était cette force-là qu'on avait envoyée. Elle faisait partie des forces qui ont pu déloger, puisque de toutes les façons, il y avait l'armée malienne, mais les djihadistes ont érigé terrain et avaient même une république qui était en constitution. Il a fallu la présence de cette force-là, aux côtés donc de la force française, pour les déloger dans un premier temps, puisque c'était la CEDEAO et c'était le rôle. Donc ne disons pas que sur toute la ligne, la CEDEAO a failli. Au même moment, moi j'ai dit, sur le théâtre où la CEDEAO a failli, pour rebâtir cette notoriété, il faudrait quand même qu'elle revienne sur ce théâtre-là. En témoigne le fait qu'aujourd'hui, les décisions que prend la CEDEAO, elles doivent être fermes là-dessus, parce que pour rebâtir cette notoriété, il faudrait quand même qu'il Vous l'aviez dit, la CEDEAO a failli sur certaines lignes, et il faut le préciser. Ce n'est pas l'échec-là qui cause tout ce problème aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'au niveau des élections, c'est là où la souveraineté d'un pays est habituellement exprimée. Mais le cas malien n'est pas... Pour la Guinée, c'est discutable. Voilà. Non, pas discutable, mais la Guinée plutôt, où la CEDEAO devait agir. Parce qu'au niveau du Mali, il n'y avait pas tellement de problèmes. C'est vrai que lorsque nous prenons les élections organisées au Mali, ne sont pas différentes des élections organisées pratiquement dans tous nos pays. Parce que de toutes les façons, on peut, comme je le disais dans les coulisses, on peut même donner 10 ans à ces jeunes-là. Elle ne pourra pas organiser des élections acceptables par tous, étant donné que nous connaissons le visage et l'opinion de nos oppositions. Ce n'est pas possible, même pour des élections. De l'opposition, ceux qui sont au pouvoir. Même si nous sommes... Le cas malien serait quand même des élections assez ouvertes. On n'aura pas une élection assez acceptable. Même les pays qui étaient donc des modèles en ce sens-là ont montré d'ailleurs même leurs limites. Donc ça voudrait dire que les élections, l'organisation des élections dans nos pays est pratiquement à repenser. Ce n'est pas une question singulière liée donc au Mali. Mais au même moment, je le dis parce que vous savez, Assimi Goïta aujourd'hui, il est obligé d'envoyer des émissaires auprès d'un certain nombre de chefs d'État, comme ils l'ont fait par le passé. D'ailleurs, même, il y avait Lomé qui était un peu... L'épicentre. L'épicentre de malheureusement, ils l'ont mis en difficulté avec le deuxième coup d'État et qui ne permet plus directement à Lomé de pouvoir être dans la même logique comme il avait fait par le passé, au risque de lui prêter un certain nombre d'opinions qui ne sont pas forcément par le cas, parce que nous avons un président qui est très pragmatique, qui ne peut pas quand même accepter démocrate, qui ne peut pas accepter qu'on puisse être d'accord avec des coups d'État en Afrique. Donc je pense que sur cette question, il faudrait quand même que cette fermeté soit d'activité et permettre réellement donc à Assimi Goïta, parce que moi je ne peux pas comprendre, moi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis très furieux qu'on puisse prendre l'argent des contribuables. Et ça également, c'est naturellement Ibeka qui l'a créé. Et lorsque vous n'avez pas un bon chemin, disons de ce que nous appelons des forces de l'ordre de ce qui dans un pays qui conduisent à ça. Et l'autre, Alpha Condé a fait le même, Ibeka a fait le même aujourd'hui. Il est devenu l'épine dans les chaussures de tout le monde au Mali, et on ne parle du peuple. Si c'est au nom de ce peuple-là que Assimi Goïta veut agir, je pense qu'il serait quand même prendre à sa juste valeur les sanctions de la CEDEAO et au lieu de laisser cette population souffrir. Et si réellement il a l'intention de la sauver, il doit quand même faire profil bas, en envoyer des émissaires et revenir en de bons sentiments, en faisant en sorte que nous ayons un Mali qui ne puisse pas souffrir comme il entend donc le faire. Même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du pays malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation, a ajouté le chef de la junte militaire au pouvoir au Mali, Assimi Goïta. Les principes fondamentaux de la communauté, de l'organisation, c'est la fédération. Hein, c'est la fédération des énergies pour une communauté solide, prospère. C'est ça. Et du coup, on ne peut pas aller à l'encontre de ces principes-là au même moment où, aujourd'hui, le protocole additionnel des principes de démocratie et de l'état de droit, ce protocole, c'est juste ajouté à la mission
à la mission première de la CEDEAO. Donc il y a le respect des droits de l'homme, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'opinion, il y a tout ça là. Mais la CEDEAO, écoutez, les pays de la communauté où les gens sont jetés en prison, la CEDEAO ne s'est jamais prononcée, les gens sont arrêtés arbitrairement, la CEDEAO ne se prononce pas. Et du coup, c'est des principes qui devaient être respectés. On ne voit pas tout ça. Donc aujourd'hui, la CEDEAO s'acharne sur les jeunes au pouvoir au Mali juste parce qu'un intérêt... Les jeunes assoiffés du pouvoir au Mali. Un intérêt est en jeu. Non, les jeunes assoiffés du pouvoir. Il y a un intérêt qui est en jeu. Non, c'est des jeunes qui veulent... Assoiffés du pouvoir. C'est des jeunes qui veulent s'assumer. C'est des jeunes qui veulent rentrer dans l'histoire. Quand on veut lancer dans l'histoire, il faut rentrer de la plus belle des manières. Il faut rentrer dans l'histoire de la plus belle des manières. En bâtissant un pays. Un coup d'État ne permet pas de rentrer dans l'histoire. Justement, un coup d'État, le coup d'État constitutionnel. Je dis un coup d'État. Nous parlons du Mali. Justement, au Mali, nous parlons du Mali. Nous parlons du Mali. Écoutez, il parle de coup d'État. Alors, en occultant ce qui s'est passé par le passé. Et c'est justement sur ce qui s'est passé que nous sommes en train de juger la CEDEAO. Parce que, entre-temps, la CEDEAO ne s'est pas faite prononcer. Et aujourd'hui, elle est devant les faits accomplis. Elle se noie juste. Au niveau du Mali, au niveau du Mali, la CEDEAO a toujours eu une constance. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je parle même du... Vous vous rappelez? Parce qu'en voulant organiser les élections, on se rappelle de la Côte d'Ivoire, on voulait qu'on organise les élections. On a organisé les élections en 2010. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu 3 000 morts. On voulait... La Côte d'Ivoire est restée 10 ans sans organiser les élections. Voilà. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Et on est enfin pendant 10 ans pays d'élections. D'accord. La CEDEAO voulait qu'on organise les élections au Togo après la mort du président Edmond. On a organisé les élections. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez combien de mois il y a eu? On devait s'asseoir. En principe, cette période, c'était une période transitoire. On devait s'asseoir pour remettre les choses à l'ordre avant des élections. On a fait au Togo. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'était pas ça. Non. Il faut bien recadrer le problème de 2005. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. On était dans une situation. On a pratiquement sanctionné le Togo. Le Togo est revenu à la normale et a organisé des élections. Ces élections n'étaient même pas. Pasteur, vous avez 30 secondes. Puisqu'il nous reste encore 2 minutes, lui aussi va parler un peu. Non, je crois que Assimi Goïta a bien fait de dire qu'il est resté, il y a une petite porte pour le dialogue. Alors, tout ce qui parle de la souffrance du peuple malien, vous parlez de la souffrance du peuple malien, comme si vous ne connaissez pas ce peuple guerrier. Le peuple ne parlons pas de guerrier. C'est le peuple de Samori, c'est le peuple des grands qui sont rentrés dans l'histoire. Ouais. Et du coup, ils le sont encore. Je crois que c'est le moment pour le peuple malien. Ce peuple, vous ne voulez pas qu'on parle du peuple malien. Moi, je vous dis que c'est le peuple malien. Dans tous les cas, après le journal, Adam Adjorno, après le journal, on va toujours parler du Mali. Vous aurez la parole. On marque une petite pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite de ce débat. On ne peut plus intéressant.